J'ai essayé de vous faire quelque chose d'aussi synthétique et panoramique que possible. Et je vais m'attacher à deux choses. La première, c'est d'essayer de dégager la logique profonde de la progression du savoir et du regard médical au XIXe siècle en rapport avec le traitement littéraire qui va en être donné. Alors, en littérature, la figure du médecin est encore un peu trop souvent associée pour la littérature classique aux médecins de Molière, ceux que l'on moque, dont on fait la satire, qui sont des figures comiques. On peut d'ailleurs remonter au Moyen-Âge. Vous avez notamment une pièce médiévale, Le Vilain Mire, qui est une satire d'un personnage qui joue au médecin, à être un médecin. Mire étant un mot de vieux français pour dire le médecin. C'est lui qui mirait les urines. Mais si c'est globalement vrai que la littérature classique va traiter le médecin sur un mode comique, cela ne rend pas du tout justice à ce qu'était véritablement le savoir médical de la Renaissance et du XVIIe siècle. Mais ce serait rentrer dans des considérations qui nous entraîneraient trop loin que de mettre en contraste, si vous voulez, ce traitement comique de la figure du médecin et la réalité médicale. Mais il est vrai que le XVIIIe siècle va introduire un changement majeur. Pourquoi? Parce que dans la pensée des Lumières, la médecine en tant que art et science, les deux mots sont toujours associés dans la pensée des Lumières, la médecine est à la fois un art et une science, d'une part, et d'autre part, le statut du médecin dans la société vont être complètement réévalués et vont entrer dans la philosophie générale des Lumières. Et c'est ça qui va basculer et qui va instaurer la figure du médecin comme étant globalement, au XVIIIe siècle, une figure positive. Et toute la littérature du XIXe siècle va découler de ce changement profond et décisif. Alors, pour revenir un petit peu en arrière sur le médecin avant la philosophie des Lumières, bon, on a évoqué Molière, bien entendu, le médecin malgré lui, l'amour médecin, le malade imaginaire. Il y a même une pièce disparue de Molière, qui n'a jamais été, on a perdu le manuscrit, elle n'a jamais été imprimée, qui s'appelait Le Docteur amoureux. C'est un thème tout à fait récurrent. Mais à titre d'exemple, et je dirais même un petit peu de friandise, une petite fable de La Fontaine, que vous connaissez, dans le livre 5 des femmes, elle est très courte, c'est pour ça qu'on va la lire, qui s'intitule Les médecins. Le médecin, tant pis, allait voir un malade, que visiter aussi son confrère, tant mieux. Ce dernier espérait, quoique son camarade soutint que le gisant irait voir ses aïeux, tous deux s'étant trouvés différents pour la cure, leur malade paya le tribut à nature. Après qu'en ses conseils, tant pis, eût été cru. Il triomphait encore sur cette maladie. L'un disait, il est mort, je l'avais bien prévu. S'il m'eût cru, disait l'autre, il serait plein de vie. C'est tout à fait représentatif du traitement littéraire. Alors, pour partir de la philosophie des Lumières, je vais vous lire, parce que ça vous ne l'avez pas dans votre exemplaire, il faut quand même que je dise des choses que vous n'avez pas sous les yeux, une partie de l'article médecine de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Petite parenthèse, quand on veut savoir exactement ce qu'il en est de la philosophie des Lumières institutionnalisée, il faut se reporter à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui en plus maintenant est disponible en ligne. Donc, autrefois, mes étudiants disaient « Oh ben non, on ne va pas lire ça, c'est trop gros, c'est trop lourd, c'est pas facile à trouver ». Maintenant, il n'y aura absolument plus aucune excuse.
Alors, l'article médecine a été écrit par l'un des principaux rédacteurs de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est le chevalier de Jaucourt. C'est lui qui a écrit le plus grand nombre d'articles. C'est un érudit absolument extraordinaire, un polygraphe remarquable, mais évidemment, il n'est que rarement mis à l'honneur, alors que c'est lui qui est un des artisans principaux de l'encyclopédie. Et dans l'historique que fait le chevalier de Jaucourt de la médecine depuis l'Antiquité, il en arrive à l'époque contemporaine, du XVIIIe siècle. Et voilà ce qu'il dit. Une classe de grands maîtres comprend les vrais instituteurs de la théorie de la médecine qui cultivent en même temps les différentes sciences nécessaires pour former cette théorie et qui rassemblent et concilient de nouveau les connaissances qu'elles peuvent leur fournir pour former les principes d'une doctrine plus étendue, plus exacte et plus lumineuse. Ce sont des architectes qui commencèrent l'édifice dès les fondements, qui ne se servent des productions des autres que comme des matériaux déjà préparés, qui ne s'en rapportent pas simplement au jugement de ceux qui les ont fournis, qui en examinent eux-mêmes toute la solidité, toute la valeur et toutes les propriétés, qui en rassemblent beaucoup d'autres qu'on n'a pas encore employés, et qui, par des recherches générales et une grande pénétration, en découvrent eux-mêmes un grand nombre dont l'utilité règle et détermine l'usage des autres. C'est par ces productions plus ou moins étendues de tant d'auteurs qui ont concouru au progrès de la théorie de la médecine que nous reconnaissons tous les avantages de l'expérience. Nous y voyons partout que ces progrès dépendent de l'accroissement des connaissances qu'on peut puiser dans la pratique de cet art, que ces connaissances doivent être éclairées par la physique du corps humain, que cette physique tire elle-même des lumières d'autres sciences qui naissent aussi de l'expérience, et qu'ainsi l'avancement de la théorie qui peut guider dans la pratique dépend de l'accroissement de tous ces différents genres de connaissances et des travaux des maîtres qui cultivent la médecine avec gloire. Mais les praticiens de routine, assujettis sans discernement aux méthodes vulgaires, loin de contribuer à l'avancement de la médecine, ne font qu'en retarder les progrès, car le public les présente ordinairement aux autres médecins comme des modèles qu'ils doivent imiter dans la pratique, et ce suffrage aveugle et dangereux vient à bout de séduire des hommes sages. Donc, pour l'encyclopédie, la médecine est une science en voie, en cours d'élaboration, qui met au point une théorie qui est la combinatoire de toute une série de savoirs. Ça y est, la médecine est instituée comme étant une des sciences modernes. C'est la pensée des Lumières. À partir de là, vous voyez très bien que le médecin va être tout simplement assimilé au philosophe. Il n'y a pas de différence intrinsèque entre le philosophe et le médecin dans la pensée des Lumières. Vous ne pouvez pas être un bon médecin si vous n'êtes pas en même temps un philosophe au sens des Lumières. C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit sur le monde tel qu'il est, sur la nature humaine, sur la physiologie humaine, sur la psychologie, etc., etc. Dès lors, la science médicale est parfaitement en harmonie avec toutes les autres. Au XIXe siècle, si on se reporte à ce qui va être, d'une certaine façon, l'équivalent de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert à la fin du XIXe siècle, qui est le grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, qui est un monument, 15 volumes. Je vous fais une parenthèse, lorsqu'on veut connaître le sens d'un mot au XIXe siècle, son champ sémantique, ses différentes acceptions, pour la première moitié du XIXe siècle, il faut se reporter au Littré, car le Littré donne l'état de la langue entre la fin du XVIIIe et les années 1840-1850, et il faut se reporter au GDU, le grand dictionnaire universel de Larousse, pour la seconde moitié du XIXe siècle. Et l'étude comparée, d'ailleurs, de définitions de mots, etc., est tout à fait intéressant. Mais le grand dictionnaire universel est un dictionnaire encyclopédique. C'est-à-dire qu'à chaque entrée, vous allez avoir les définitions d'un même mot,
assorti de toute une série d'exemples, et après vous allez avoir une rubrique qui est encycle, ou ans, qui est le développement encyclopédique du terme, de la notion, qui ont été définis préalablement. Alors donc, que dit le grand dictionnaire universel sur la médecine? Alors lui aussi, il est disponible en ligne. Alors le problème, c'est qu'il n'est disponible que sur Gallica, et que c'est tout simplement une reproduction photographique, enfin image, et qui est atrocement difficile à lire lorsqu'on l'imprime. Vous voyez, on suce les yeux. Je ne vais pas tout vous lire, il n'y en a 15 pages. Hein. L'article est d'une longueur extraordinaire, mais ce que dit l'article est tout à fait décisif, qui ne pouvait pas être dit par l'encyclopédie des droits d'Alembert. C'est que la réforme de la profession médicale date du début du XIXe siècle. Avant, eh bien, il y a bien entendu le cursus médical dans les facultés de médecine, mais il n'y a pas de réglementation de la profession médicale. Et là, comme souvent, c'est au premier consul qu'on le doit, avec la loi du 29 Ventose en 11. Vous avez tous traduit en calendrier, c'est le 10 mars 1803. Donc la loi du 10 mars 1803 définit ce qu'est un médecin, quelle est la formation qu'il doit suivre, quelle doit être la réglementation de l'exercice de sa profession, et qui va abolir la distinction qui était opérée de facto sous l'Ancien Régime entre médecin et chirurgien, puisque le chirurgien pouvait parfaitement être un barbier, comme vous le savez. Il n'y avait pas de réglementation de la profession de chirurgien. Ça pouvait même être des garçons de bain étuvistes, ceux qui vous faisaient rentrer dans les étuves pour vos bains. Donc on peut imaginer que certaines opérations chirurgicales étaient un peu douteuses. Donc, le médecin et le chirurgien sont maintenant parfaitement intégrés dans une même profession avec une réglementation qui est très très claire, stricte, et qui va gouverner toute la profession médicale du XIXe siècle et jusqu'à... parce qu'en fait, cette loi de Ventose en 11 n'a été que un peu modifiée, mais ses fondements et ses principes n'ont jamais été remis en cause. Et par ailleurs, est créé un grade particulier qui est en dessous du docteur en médecine, qui est l'officier de santé. Pour aller vite, pour être médecin, il y avait un cursus de 4 ans d'études médicales, alors c'est beaucoup plus maintenant. L'officier de santé, c'était seulement 3 ans. Alors l'officier de santé n'a pas droit au titre de docteur en médecine. Alors, vous en avez un exemple célèbre en littérature. C'est Charles Bovary. Charles Bovary n'est pas un médecin, c'est un officier de santé. Et donc les officiers de santé ne pouvaient pas... il y avait un certain nombre d'actes médicaux qu'ils ne pouvaient pas exercer, à la différence du médecin. Bon. Donc, et vous voyez, là, le GDU insiste bien là-dessus. Donc, la différence entre 18e et 19e, c'est que la profession médicale fait véritablement partie d'un système institutionnel défini par des lois et des règlements. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, l'article qui va détailler de manière absolument fabuleuse toute la chose, va définir ce qu'il appelle le progrès dans la médecine moderne. Il est donc dans la filiation de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. La médecine rentre dans l'axe du progrès pour la philosophie des Lumières, c'est-à-dire qu'elle rentre également dans le grand axe idéologique des Lumières qu'on appelle la perfectibilité, c'est-à-dire que le genre humain est entré dans un processus de perfectibilité. Perfectibilité par les techniques, par le progrès moral, par le savoir, etc., etc. Et ce sur quoi va insister le GDU, c'est que, je cite, le progrès général des sciences
et surtout de la chimie, qui a mis à notre disposition des agents thérapeutiques d'un effet constant, les études systémiques poussées aussi loin que possible, une connaissance plus parfaite des lois de l'organisme humain, en rendant la médecine, c'est tellement écrit petit, moins conjecturale dans un certain nombre de cas, a singulièrement rehaussé la profession de médecin. Le terme capital ici, c'est les progrès de la chimie. Pour la médecine des Lumières, c'était la physique et la physiologie qui étaient les savoirs dominants. Le XIXe siècle ajoute la chimie. Dès lors, vous êtes dans une médecine de type moderne. Ce qui a changé pour nous par rapport au XIXe siècle, c'est évidemment le progrès fulgurant des techniques d'investigation, pour le diagnostic, etc. Mais fondamentalement, vous êtes dans la même perspective, hein, dans la même approche. Ainsi, la médecine, pour le grand dictionnaire universel du XIXe siècle, est véritablement une science, comme elle l'était déjà pour la philosophie des Lumières. Dès lors, le médecin va être à la fois un praticien qui doit exercer un art, l'art du diagnostic, et un savant qui doit mobiliser son savoir au service d'une thérapeutique adaptée au diagnostic qu'il aura pu établir. Par conséquent, le médecin devient une figure capitale dans l'organisation sociale. C'est à lui que revient la tâche de, comme on a dit récemment, de réparer les corps. Par conséquent, la littérature va se saisir de cette institutionnalisation de la médecine en général et de cette institutionnalisation sociale du médecin pour en faire une figure importante dans le personnel romanesque du roman du XIXe siècle. Puisque, à partir de Balzac, comme on le verra la prochaine fois, la figure du médecin devient une figure d'autorité, une figure de référence. C'est vers lui que l'on se tourne pour déterminer ce qui ne va pas dans un individu. Et de là à se tourner vers lui pour savoir ce qui ne va pas dans la société, il n'y a qu'un pas qui sera très facilement franchi. D'où l'ambition d'un certain nombre de romanciers de faire du roman une œuvre qui participe au savoir général de la société. C'est une des ambitions balzaciennes. Le roman balzacien est une œuvre de savoir, est une œuvre de connaissance, de dévoilement d'un certain nombre de faits, de phénomènes, de vérités, etc. Dévoilement dans lequel le médecin va jouer un rôle important. On aura l'occasion de le voir la prochaine fois, mais on ne s'étonnera donc pas de voir que l'un des deux personnages reparaissant avec la plus grande fréquence dans la comédie humaine est un médecin, qui est Horace Bianchon. Il reparaît encore plus souvent que Eugène de Rastignac. Et l'intérêt, c'est que si Rastignac est un personnage central dans 2 ou 3 romans, Bianchon n'est jamais, ou pratiquement jamais, un personnage central. Il est toujours là. Il soigne les autres personnages de la comédie humaine. Il en enterre beaucoup aussi d'ailleurs. Bien, donc ceci posé, nous sommes là bien dans le cadre institutionnel de la médecine. Du coup, héritage des Lumières, plus institution du médecin grâce au progrès de la science médicale au XIXe siècle, à quoi aboutissons-nous? Nous aboutissons à cette idée que
il existe un lien fondamental entre entreprise littéraire et regard médical. Pourquoi? Puisque si le romancier se donne dans son programme cet axe particulier de décrire, d'analyser le monde tel qu'il est, dans la perspective du roman réaliste, eh bien, il joue un rôle en tant qu'écrivain analogue au rôle que joue le médecin dans la société. Puisque le médecin part de quoi? De l'observation, du dialogue avec le malade, de l'interprétation des signes, parvient à un certain nombre de conclusions, lesquelles vont embrayer sur un traitement possible. Que fait le romancier? Il observe, il analyse et il met en scène. Le diagnostic du romancier aboutit non pas à un traitement médical, mais aboutit à une mise en scène de la réalité. Il y a donc une analogie qui se met en place. C'est pour ça que je vous ai mis en tête cette petite citation de Zola. Alors évidemment, c'est tardif, hein, le roman expérimental c'est 1881, mais c'est le point d'aboutissement de tout ce qui s'est produit avant. Je compte sur tous les points me retrancher derrière Claude Bernard. Le plus souvent, il me suffira de remplacer le mot médecin par le mot romancier pour rendre ma pensée claire et lui apporter la rigueur d'une vérité scientifique. Ici, l'analogie est poussée tellement loin qu'il y a une équivalence parfaite, du point de vue de Zola, entre le médecin et le romancier. Et nous aurons l'occasion de voir, quand nous aborderons Zola, que le docteur Pascal, le héros du dernier roman de la série des Rougon-Macquart, qui s'intitule Le docteur Pascal est une projection du romancier. Donc voilà pourquoi je disais en introduction que la matière est immense. Parler du médecin dans la littérature du XIXe siècle, ce serait parler de centaines de romans. Je vous l'épargnerai. Pour ne choisir qu'un certain nombre de... Mais vous verrez que j'ai choisi un certain nombre de textes que je ne vous ferai certainement pas injure en disant que vous ne les avez probablement pas lus. Et j'essaierai de vous en donner un peu la substantifique, moi. Qu'est-ce que le médecin au XIXe siècle pour la société? Nous disions tout à l'heure figure d'autorité, figure de référence, parfois ultime recours. Par conséquent, avec qui fait-il couple? Avec le prêtre. Mais oui, vous avez le médecin des âmes et vous avez le médecin des corps. Donc, un des grands thèmes de la littérature du XIXe sera: sont-ils complémentaires ou sont-ils concurrents? Et là, vous avez tout le débat autour de la place de la religion dans la société du XIXe siècle qui se lie à l'occasion de ce couple prêtre-médecin. Ce qui fait que Balzac écrira un roman intitulé Le médecin de campagne et un roman intitulé Le curé du village, qui s'équilibrent, qui sont deux figures d'autorité. Et quelle est la grande tendance sur la longue durée au XIXe siècle? C'est que le médecin va supplanter le prêtre. Au fur et à mesure que la religion va se replier dans le domaine spirituel, le médecin va tendre à occuper de plus en plus de place dans l'imaginaire social. Et le médecin deviendra de plus en plus nettement ce qu'on appelle au XIXe siècle, dans les sociétés urbaines ou villageoises, un notable. Au même titre que le notaire, au même titre que le maire, un peu plus tard au même titre que l'instituteur, etc., etc. Il y a donc une promotion du médecin dans la société, une intégration de plus en plus forte de celui-ci dans le tissu social et une interaction du médecin avec les autres acteurs de la vie sociale.
En retour, le médecin peut inquiéter quelque peu, par son savoir justement. Au même titre que le prêtre, il va être détenteur de secrets. Quand on vient consulter pour des maladies que vous imaginez bien, certes il y a le secret professionnel, mais on se met entre les mains de quelqu'un qui peut dire des choses sur vous. De la même façon que le prêtre, s'il n'y avait pas le secret de la confession, pourrait révéler beaucoup sur les individus. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les détenteurs d'un savoir sont toujours un peu inquiétants dans les petites sociétés, notamment les petites sociétés fermées, les petites villes de province, où le médecin sera à la fois fascinant, révéré et redouté. Et c'est le maître des secrets de la vie. C'est le détenteur d'un savoir, le déchiffreur des énigmes du corps. Dès lors, le médecin devient une figure qui s'impose de plus en plus. Il est un modèle privilégié de l'activité herméneutique et curative dans la société. On ne sera donc pas surpris de voir que les écrivains vont jouer sur ce tableau des caractéristiques modernes du médecin. Autre point, étant un notable, le médecin va tendre aussi à jouer un rôle de plus en plus grand dans la vie politique. Il sera candidat aux élections, où il parrainera tel ou tel candidat. Il pourra intriguer dans le jeu politique. On aura l'occasion de voir, par exemple, avec un roman de Stendhal qui est Lucien Leven, un docteur extraordinaire qui est une sorte d'âme damnée du parti légitimiste, et ça correspond à des réalités. Autre point sur lequel on aura l'occasion de revenir, assez souvent, dans la littérature du XIXe siècle, et surtout à partir de la Restauration, lorsqu'on dira médecin, on sous-entendra voltairien, dans le sens de la Restauration, c'est-à-dire anticlérical, ironique, voire matérialiste. Le médecin va s'imposer de plus en plus comme une figure de la contestation de l'ordre monarchique. Vous voyez, il y a une sorte d'irisation des significations et des portées de la figure du médecin dans le roman qui sont la transcription littéraire de cette réalité de la position sociale du médecin. Devenue cette figure essentielle du monde moderne, devenue cette figure d'autorité, on ne s'étonnera pas que plusieurs romanciers vont en quelque sorte se comparer eux-mêmes à des médecins, comme le fait Zola. Le romancier va vouloir revendiquer pour lui-même la même autorité morale dans l'espace social que celle que ce même espace social reconnaît aux médecins. C'est dire que tout ce qui tourne autour du rapport entre pouvoir et littérature au XIXe siècle va se donner à lire d'une manière particulièrement éclairante avec la figure du médecin. La médecine va tendre à une universalisation de l'application de ce savoir. Non pas simplement par le traitement des diverses maladies, mais aussi par le traitement d'une affection, d'un déséquilibre, d'un dysfonctionnement de l'individu qui jusque-là faisait de l'individu un paria, un condamné, c'est-à-dire la folie. La médecine va s'intéresser de plus en plus à la folie. La psychiatrie, qui ne porte pas encore ce nom-là,
puisqu'on parle de médecin aliéniste du XIXe siècle, va se développer. Voir dans le fou non pas une sorte d'être humain dégénéré, mais un être humain que l'on peut peut-être essayer de soigner. Donc on ne va pas traiter comme une sorte d'animal, entre l'enchaîner et lui faire subir des douches froides en permanence, ou le ligoter, mais essayer de comprendre ce qu'il en est de ce dérèglement de son psychisme. Voilà pourquoi vous aurez de plus en plus, dans le roman du XIXe siècle, de figures de fous. Si, en particulier, la littérature romantique s'intéresse au fou, c'est parce que le fou change de statut. Il n'est plus quelqu'un qui déraisonne, mais il est peut-être quelqu'un qui raisonne autrement. Il n'est plus quelqu'un qui est déconnecté du réel, mais quelqu'un qui a peut-être un rapport avec un surréel. Et certains médecins aliénistes vont prescrire l'écriture comme thérapie. Le plus célèbre, c'est le docteur Blanche, qui va dire à Nerval qu'il devrait écrire les hallucinations qu'il décrivait au docteur Blanche. Et ça va vous donner un des plus grands textes de la littérature du XIXe siècle, qui est Aurélien, où la folie de Nerval n'est pas une folie, c'est un rêve, c'est une sorte de traitement onirique, et Nerval va dire cette chose extraordinaire qui est toute simple dans sa brièveté, mais d'une profondeur extraordinaire. Le rêve est une seconde vie. Et ça, c'est grâce au docteur Blanche, qui, recevant dans sa clinique qui se trouvait à Passy, il y a deux docteurs Blanches, il y a le père et le fils. Donc le père avait une clinique à Passy, le fils avait une clinique, si je me souviens bien, à Montmartre. Nerval a fait les deux. Voilà un exemple parmi d'autres. Dès lors, le regard médical porté sur le fou, porté sur un dérèglement, porté sur un dysfonctionnement, porté sur une déraison, en tout cas au moins apparente, ce regard médical peut se porter sur l'ensemble social. Si la société dysfonctionne, si la société est malade, n'y a-t-il pas des remèdes? Est-ce qu'il n'y a pas une thérapie à envisager de la société? Ce qui, évidemment, peut amener à des tas de dérives, je vous le concède. Mais ce rêve du médecin capable de régénérer la société naît au XIXe siècle. Alors, petite parenthèse, la prescription du docteur Blanche faite à Nerval, elle avait déjà été utilisée, ce type de prescription, écrivez ce qui vous trouble, avait déjà été utilisée dans un roman du XVIIIe siècle, qui est Les Aventures du Chevalier de Faublas. C'est un roman publié entre 1786, je vous l'ai cité, entre 87 et 90, de Jean-Baptiste Louvet de Coudray, on dit pour réduire Jean-Baptiste Louvet, et il y a un médecin anglais qui s'appelle Francis Willis, qui recommande au héros d'écrire ses mémoires à titre thérapeutique. Donc vous voyez, dès la fin du XVIIIe siècle, on peut envisager ce type de pratique. Je reviens donc un petit peu en arrière. Dans le roman du XVIIIe siècle, je manque de temps et de place pour vous en traiter, mais vous avez beaucoup de médecins qui figurent dans des romans et qui sont le plus souvent des figures secondaires, mais qui vont toujours jouer un rôle intéressant parce qu'ils seront un pôle de la raison et du savoir. Et on n'ignore pas que dans la philosophie des Lumières, vous allez avoir des médecins qui faisaient partie des salons philosophiques, qui entretenaient des rapports très étroits avec les philosophes du XVIIIe siècle. Par exemple, le docteur Bordeu, qui connaissait très très bien et Diderot et d'Alembert. Et d'ailleurs,
le rêve, le titre Le rêve de D'Alembert, hein, et met en scène le médecin réel, le docteur Bordeaux. Hein, et ce récit de rêve est une fiction philosophique, mais qui ne serait pas possible dans toute sa portée si elle n'était liée au regard du médecin, à l'écoute du médecin. Plus largement, comment est-ce que le médecin du XIXe siècle voit la maladie? C'est là que toutes les théories médicales vont entrer en jeu. Pour définir la maladie, pardonnez-moi de la lapalissade, il faut définir la santé. Quel est l'état normal de l'individu? D'où la fameuse définition, qu'est-ce que la vie? La vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. C'est une des grandes définitions du XIXe siècle. Elle est irréfutable. Dès lors, pour comprendre la maladie, il faut comprendre le fonctionnement vital du corps. Pour comprendre le fonctionnement vital du corps, il faut connaître le corps. Pour connaître le corps, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dissèque. D'où l'importance capitale de l'anatomie. Mais comprendre la mécanique organique, c'est une grande question philosophique. Vous allez avoir la théorie organiciste, qui va dire les organes dans le corps fonctionnent de manière harmonieuse. Si un organe est atteint, toute l'harmonie du corps est atteinte. Et de là, vous pouvez passer à quoi? À une théorie organiciste du corps social. Si le corps social est malade, c'est peut-être qu'il y a un organe dans le corps social qui est malade. Ça peut être une catégorie sociale. Ça peut être le mode d'exercice du pouvoir politique, etc., etc. Tout sera toujours lié de cette manière-là. Vous allez avoir les théories vitalistes. Qu'est-ce que la vie? C'est une énergie qui anime le corps. Qu'est-ce que la maladie? C'est une défectuosité de cette énergie. Il peut y en avoir pas assez, ou il peut y en avoir trop. Donc il faut savoir tempérer l'énergie, ou au contraire, la revigorer. On peut énumérer toutes les théories médicales du XIXe siècle en fonction de cette préoccupation centrale qui est celle de comprendre la maladie, implique de comprendre le fonctionnement du corps humain. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Parce que vous ne pouvez pas comprendre le corps humain si vous ne comprenez pas le psychisme humain. Et contrairement à ce qu'on croit peut-être encore un peu trop souvent, les théories psychosomatiques, hein, l'idée que tel stress psychique va entraîner tel ou tel dysfonctionnement du corps, c'est pas du tout nouveau. C'est pensé dès la fin du XVIIIe, et ça va être théorisé dans un ouvrage absolument fondamental, qui est fait par un médecin, qui s'appelle le docteur Cabanis, qui paraît en 1801 ou 1802, pardonnez-moi. C'est pas plus tard que 1802 et c'est pas avant 1801. Bon. Qui est les rapports du physique et du moral chez l'homme. Le titre est parfaitement explicite. Comprendre un individu, c'est comprendre des rapports. Le terme de rapport est fondamental dans la philosophie des Lumières. Pensez à Montesquieu. L'esprit des lois est un ouvrage qui est consacré au rapport entre le mode de gouvernement et l'état général d'une société. Donc, comprendre les rapports du physique et du moral, c'est une mission fondamentale du médecin. Donc, le médecin doit être non pas simplement quelqu'un qui connaît parfaitement le fonctionnement physiologique de l'organisme, mais c'est quelqu'un qui doit pouvoir établir ce qui, chez le malade, dans le rapport entre son psychisme et son physique, dysfonctionne. Autrement dit, c'est une thérapie globale.
On ne peut pas soigner un symptôme, ça ne sert à rien, il faut soigner la cause. Soigner la cause implique de comprendre comment la totalité de l'individu fonctionne. Vous étendez ça à l'examen du corps social, et vous comprenez quelle peut être la mission du médecin dans la société moderne. Donc vous voyez, on peut quand même dire qu'il y a une étonnante modernité du XIXe siècle dans sa conception du médecin et de la médecine. Mais, bon, ouvrons une parenthèse. Qu'est-ce qui leur manque aux médecins du XIXe par rapport aux nôtres? Beaucoup de techniques d'investigation du corps, la radio, scanner, l'IRM. Bon, il leur manque une panoplie de la pharmacopée bien plus importante que celle qu'ils avaient à leur disposition, malgré les progrès de la chimie. Il leur manque la maîtrise parfaite de la technique de l'anesthésie, qui se met en place au XIXe siècle, mais c'est une anesthésie un peu sauvage, qui est à base d'éther, etc. Donc on est malade comme un chien après, mais bon, la technique la plus simple, c'était le grand coup de poing dans la figure. C'est dans Madame Bovary. Charles Bovary soigne une carie dentaire, paf, et le patient est tellement laid qu'il peut arracher la dent sans le faire souffrir. Mais évidemment, il l'a moitié assommé avant. Mais on voit très très bien que le manque des médecins du 19e par rapport aux nôtres, c'est d'abord des considérables progrès techniques, et puis c'est évidemment tout ce que l'investigation du corps a permis de comprendre, l'ADN, toute l'analyse de sang au XIXe siècle n'existe pratiquement pas. Il n'est pas du tout possible de faire la numération globulaire, il n'est pas du tout possible de déterminer quel est votre taux de potassium ou autre. Bon, mais ça, ce sont des progrès techniques. La mentalité du docteur du XIXe siècle est en réalité très très proche de celle du médecin contemporain. On aurait peut-être même tendance à dire que parfois le médecin contemporain a régressé par rapport au médecin du XIXe siècle dans son approche globale. Bon, c'est un sujet sur lequel je ne m'étendrai pas. Mais vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Bien. Donc, cette science médicale et cette posture d'autorité du médecin, que le roman va évidemment prendre complètement en charge, nous amène à deux considérations majeures. La première, c'est que si le romancier du XIXe siècle peut se penser comme une sorte de double ou d'équivalent du médecin, cela implique que le traitement du personnage va être différent de ce qu'il pouvait être dans la littérature romanesque antérieure. Pourquoi? Parce que si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, un personnage ne pourra être véritablement situé, ne pourra être véritablement décrit, analysé, que par sa contextualisation à la fois historique, géographique, sociale, familiale, etc. Le savoir que le romancier va vous donner sur le personnage, ce sera la combinaison de ces différents paramètres qui vont expliquer le personnage, le faire évoluer, le mettre en rapport avec les autres dans le roman, le faire agir de telle ou telle façon. Donc la figure du personnage va tendre à se densifier d'une manière tout à fait considérable. De la même manière que le médecin doit prendre en compte la totalité de l'individu qu'il doit soigner, le romancier se doit de créer une figure imaginaire conçue dans une totalité contextuelle.
Par conséquent, le roman doit intégrer dans sa matière même, dans son texte, dans ses références, il doit intégrer tous ces éléments. Petite parenthèse, ça vous explique par exemple un portrait balzacien, dont j'ai eu l'occasion de parler lors d'autres conférences. Il est impossible pour Balzac de se contenter de ce que pouvait faire Madame de Lafayette en décrivant la princesse de Clèves. Elle était belle et blonde. Parce que l'intérêt du roman n'est pas là. Il n'est pas dans le portrait physique de l'héroïne, il est dans son drame, dans le drame tragique qu'elle connaît. Peu importe pour le lecteur de l'époque de savoir, il suffit d'avoir dit qu'elle était belle. Et par conséquent, la passion qu'on peut lui porter est s'explique tout à fait. Pour Balzac, c'est impensable. Pour Balzac, il faut qu'on puisse comprendre le personnage depuis la couleur de ses cheveux jusqu'à la manière de porter ses vêtements. Parce que tout est signe. Une blonde chez Balzac, j'ai eu l'occasion de le dire, va se diviser entre blonde froide, feu sous la glace, blonde un peu folle, etc., etc. C'est-à-dire que vous allez avoir une catégorisation de la blonde balzacienne. Mais ça ne relève pas de la fantaisie de Balzac, c'est tout simplement l'ensemble de déterminismes qui vont situer, voilà, j'ai lâché le grand mot, déterminisme. Et quels sont les déterminismes principaux? Je les ai énumérés: l'histoire, la géographie, la famille, la société, parce que de tout ça va découler un rapport au monde différent. Un Auvergnat balzacien ne peut pas se comporter comme un Parisien balzacien, parce qu'il y a des déterminismes différents. Un rejeton d'aristocratie décavée ne peut pas se comporter comme une fille de la haute aristocratie richissime. D'où l'ingéniosité de l'intrigue du roman. Comment faire pour que des personnages appartenant à des réseaux déterministes différents, qu'ils entrent en interaction. C'est ça la grande ingéniosité du roman balzacien. Faire que ceux qui a priori ne pouvaient pas se rencontrer vont se rencontrer. Donc ça, c'est un premier point. Et je ne dirais pas que c'est à cause ou en raison de la médecine et du médecin que le romancier va faire ça. Non. Mais dans l'analogie qu'il établit lui-même entre le savoir du romancier et le savoir censément encyclopédique du médecin, l'analogie conduit nécessairement le romancier à comprendre son personnage et à composer son roman de cette manière-là. D'où la tendance du roman, pas de tous les romans bien sûr, mais de ceux qui vont nous intéresser, la tendance du roman à devenir un roman encyclopédique, par injection massive de savoir. De la même manière que le médecin ne peut pas faire autrement que accumuler lui aussi du savoir. Petite parenthèse, le 19e siècle va être un grand producteur et un grand consommateur de dictionnaires médicaux. Charles Bovary a un dictionnaire médical, dont il est dit que les pages ne sont pas coupées. Mais ça fait partie du meuble obligé du médecin. Faut montrer qu'on lit et qu'on a un ouvrage de référence. Mais c'est très significatif. Et les dictionnaires médicaux du XIXe siècle sont absolument fabuleux. Je vous recommande, si on en trouve assez facilement maintenant dans les brocantes et autres. C'est extraordinaire, les dictionnaires BR. Et en plus, avec des dessins extraordinaires. Les dessins de maladies vénériennes dans les dictionnaires médicaux du XIXe siècle, c'est absolument extraordinaire. Bon, ça invite plutôt à l'abstinence. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point. À partir du moment où le médecine et médecin vont être à ce point majeur dans le personnel romanesque des romans du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'ils vont
ils vont devenir en quelque sorte des figures obligées. Très souvent, d'ailleurs, ils ne seront que des personnages tout à fait secondaires. Mais il faut qu'ils soient là. Parce que le médecin fait partie nécessairement de l'espace social. Si vous prenez par exemple, on aura l'occasion de le voir, le début de L'Amiel de Stendhal, hein, il y a un médecin au départ qui va jouer évidemment un rôle plus important que ce que je viens de dire. Hein, mais vous aurez toujours, ou très très souvent, la figure du médecin. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est que le médecin va être amené par les romanciers à jouer un rôle dans l'intrigue romanesque. Et c'est là-dessus que l'imaginaire romanesque va pouvoir se déployer. Parce que si vous faites agir un médecin dans les intrigues romanesques, vous pouvez lui faire des tas de choses. Vous pouvez certes le cantonner à sa profession médicale, hein, tel ou tel personnage malade va être examiné et soigné par le médecin, mais vous pouvez le faire rentrer dans des intrigues beaucoup plus complexes et beaucoup plus intéressantes. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez le faire rentrer dans des manœuvres politiques. Vous pouvez le faire rentrer dans une intrigue amoureuse. Le médecin qui vient pour soigner une belle patiente, ça peut amener à des intrigues intéressantes. Le médecin peut jouer le rôle de conseiller. Le médecin peut jouer le rôle de, de père de substitution, etc., etc., etc. Il y a une grande labilité romanesque du personnage de médecin, mais qui sera toujours lesté, en quelque sorte, du poids de son savoir. Lequel savoir lui donne nécessairement un regard particulier sur le monde, sur la société, sur les autres. Ce qui amène le médecin tantôt à avoir une position de compréhension, de complicité, tantôt une position critique. Ce qui fait que le médecin pourra apparaître comme une sorte de commentateur de la société à l'intérieur du roman. Étant commentateur, il pourra être un relais de la voix de l'auteur, une sorte de double, de substitut. Car le plus souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais le plus souvent, le médecin du roman sera en quelque sorte aura une sorte de sympathie au sens étymologique du mot avec le romancier, lequel lui délègue une fonction, lequel lui délègue une part de son autorité. La contestation de cette figure d'autorité du médecin, car bien entendu, on ne peut pas avoir uniquement les médecins, je mets des guillemets, positifs, il va y avoir les médecins négatifs. Ceux qu'on va continuer à traiter de manière comique ou satirique, comme on faisait autrefois, puisque ça ne s'est pas perdu. Où le médecin sera considéré comme tellement imbu de son savoir qu'il a une attitude méprisante à l'égard d'autrui. Ou détenteur d'un savoir, mais très mauvais praticien. Voilà les critiques que vous pourrez, les postures critiques que vous pourrez trouver dans tel ou tel roman. Hein, on verra ça avec un roman d'Alphonse Daudet, qu'est-ce que je raconte, de Léon Daudet, le fils d'Alphonse, qui s'intitule Les Morticoles. Alors, les Morticoles, c'est les médecins. Hein, c'est ceux, vous rentrez dans leur cabinet, mais vous ne savez pas si vous allez en ressortir. Donc là, c'est à des points extrêmes de la critique. Léon Daudet était évidemment lui aussi médecin, je précise, donc il sait de quoi il parle. Vous allez avoir les médecins. Alors, autre figure intéressante, c'est le médecin fou.
qui va se livrer des expériences absolument terribles sur ses patients. Car bien entendu, le médecin, même s'il a une figure d'autorité et de savoir, est susceptible d'être lui aussi malade. Et la maladie la plus intéressante sur le plan littéraire pour un médecin, c'est la folie. La plus intéressante parce que c'est la plus rentable, hein, pour en faire une figure qui a du potentiel dramatique. Donc voilà, vous allez avoir le médecin dont on va ironiser les prétentions, etc., etc. Donc au sein de la littérature romanesque du XIXe siècle, vous allez avoir cette concurrence entre la positivité de la figure d'autorité et la négativité de la figure d'une autorité soit déviante, soit inefficace. Et si dans le roman vous avez cette concurrence, en revanche, au théâtre, dont je ne parlerai que de manière très marginale, c'est la dimension comique qui sera la plus représentée. Ça aboutit à la grande pièce comique de Pagnol, Knock, le docteur Knock. Hein? Et le docteur Knock, il est tout à fait intéressant, parce que c'est une figure de pouvoir, c'est une figure de domination totalitaire, c'est un réformateur de la petite société qu'il domine, puisqu'il fait de tout le monde des malades. Hein, vous connaissez sa célèbre formule, un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Bon. Mais le docteur Knock, c'est le point d'aboutissement de toute une tradition théâtrale, mais là où les médecins de Molière pouvaient être inquiétants, mais étaient surtout bêtes, Knock est d'autant plus inquiétant qu'il est d'une intelligence redoutable. C'est un magnifique manipulateur. Hein, c'est un magnifique manipulateur. Et là aussi, c'est une des critiques que vous pouvez trouver dans le roman. Le médecin qui prend un tel ascendant sur son patient ou sa patiente qu'il va en faire sa chose, son jouet. Relation perverse qui va s'établir entre malade et médecin. Bref, tous les possibles romanesques sont ouverts à partir de la figure du médecin dès le XIXe siècle. Et s'ils sont ouverts, c'est bien parce que le médecin est devenu une figure décisive, importante, capitale même, de la société contemporaine que le roman entreprend de décrire, d'analyser et éventuellement de critiquer. J'ouvre une parenthèse, on peut faire exactement la même chose avec la figure du prêtre dans le roman du XIXe siècle. Vous allez avoir exactement les mêmes schémas. Le prêtre qui est le consolateur des âmes, le prêtre qui va être le dernier recours pour les malheureux. Flaubert en joue admirablement, hein, avec d'un côté le pharmacien Homais qui se prend pour un médecin et le curé bournisien. Hein, et lorsqu'Emma Bovary va voir le curé en lui disant « Voilà, j'ai bien des malheurs, je me sens très... Ah oui, ça doit être à cause des fortes chaleurs. » Et évidemment, là, le discours du prêtre tombe complètement à plat. Hein, donc, figure satirisée et ironisée par Flaubert, comme l'est la figure de Homais. Voilà, hein. J'ouvre une petite parenthèse, j'y reviendrai lorsqu'on fera Flaubert, mais il se passe un phénomène extraordinaire dans Flaubert, c'est lorsque le médecin vient pour... appelé par Charles Bovary et par le pharmacien lorsque Emma Bovary s'est empoisonnée, hein, et le médecin, qui constate évidemment qu'on ne peut plus rien faire, est une figure d'autorité impuissante qui vient dire la leçon du roman. Quelle est la leçon du roman? C'est bien, c'est bien. C'est-à-dire, rien ne pouvait être autrement que ce qui est en train d'arriver. Il est en quelque sorte le dieu du roman qui vient dire ça ne pouvait pas être autrement. Autrement dit, il est dans cet espace de 2 ou 3 lignes, il est le double de Flaubert, dont le papa, comme vous le savez, était médecin. Hein, portait l'extraordinaire prénom de Achille Cléophas. Achille Cléophas Flaubert, un des principaux médecins de l'Hôtel-Dieu de Rouen. Bon.
Je ferme ma petite parenthèse. Donc, pour le prêtre, on pourrait faire donc exactement ce même parcours, distinguer les différentes formes d'intervention du prêtre dans l'intrigue romanesque, les différentes déviances possibles, les différentes critiques dont il peut être l'objet. Cela confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Au XIXe siècle, le prêtre et le médecin font couple. Ils sont en miroir. Donc ce que les romanciers vont faire avec des médecins, ils peuvent parfaitement le faire avec des prêtres. Hein? Le seul, d'une certaine façon, qui maintient un équilibre en faisant et du médecin et du prêtre une figure positive, c'est Balzac. Alors ça, on expliquera idéologiquement pourquoi. Bon. Mais sinon, nous avons donc cette démarche, cette position des romanciers qui est tout à fait comparable. Qu'est-ce qui va venir perturber, je dirais, ce champ d'exploitation romanesque de la figure du médecin? Enfin, perturber, qui va lui donner une toute autre configuration. Eh bien, c'est effectivement à partir de la fin du XIXe siècle où le médecin, les figures du médecin, va se radicaliser en deux postures véritablement antithétiques. Le médecin zolien, c'est-à-dire celui pour qui la compréhension de la maladie est le premier pas vers la République. Je synthétise, je rassemble, je raccourcis, mais c'est exactement ça. Hein? Le docteur Pascal, c'est l'annonciateur de la République. Comme si la République était le traitement politique du dysfonctionnement de la société, dysfonctionnement induit par la maladie mortelle qu'a été le Second Empire du point de vue de Zola. Et donc vous allez avoir ce type du médecin zolien qui est présent dans un certain nombre de textes, jamais de manière aussi explicite et jamais de manière aussi extraordinairement mise en scène que chez Zola. L'autre posture antithétique, ça va être le médecin cynique, le médecin sceptique, pas S-E-P-T-I, hein, S-C-E-P. Le scepticisme médical, c'est-à-dire le renoncement du médecin à faire autre chose que d'une certaine façon faire semblant de soigner. Comme si la maladie était inhérente à la condition humaine et que tout ce qu'on pouvait en faire, au fond, c'était de l'accompagner. Le renoncement médical, le désenchantement médical, qui est l'exact opposé de l'ambition médicale de type zolien. Et la seule compensation que ces médecins désabusés vont pouvoir trouver, c'est dans le bizarre, le marginal, l'extraordinaire, la fascination pour toutes les déviances, depuis la drogue jusqu'aux sexualités de toute nature, et c'est ce que vous trouverez dans la littérature décadente. Les médecins de la littérature décadente sont des médecins qui sont absolument fascinés par tout ce qui est morbide. Comme si cette morbidité n'était que l'image la plus crue et la plus fascinante de la réalité de la condition humaine. Comme si le médecin n'était pas autre chose que le poète de la décomposition générale. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Hein, vous savez que les décadents sont de grands écrivains de la décomposition du corps social, de la décomposition du corps, de la décomposition de tout. Hein, Joris Karl Huysmans, l'auteur d'À rebours, a écrit un texte absolument extraordinaire que je crois avoir eu l'occasion d'évoquer une année antérieure, qui est une hagiographie, une vie de sainte, qui est Sainte Lidwine de Schiedam, une sainte authentique, et dont la sainteté s'est accomplie, elle est grabataire, et son corps se décompose, et elle offre cette décomposition à Dieu. Et
le livre de Huysmans est une admirable description de cette décomposition progressive, mais qui se termine par quoi? Par le paradoxe qui est le suivant: le corps pourri dégage une odeur de rose. C'est l'odeur de sainteté. Elle meurt en odeur de sainteté. C'est exactement ça. Donc pour arriver à cette effluence de fleurs, il faut en passer par la liquéfaction purulente, pardonnez-moi des termes, enfin c'est exactement ça du corps. Et ça c'est typique de la littérature décadente. Où se trouve la beauté, où se trouve le sublime dans la décomposition? Eh bien, le médecin décadent est un adorateur de cette décomposition. Et, bon, bien sûr, entre les deux, vous allez avoir encore des postures de médecin dans le roman comparables à ce qu'il y a avant. Sur ce quoi je voulais inciter, c'était sur cette radicalisation antithétique. Hein? Et après, au XXe siècle, donc on terminera le cycle avec lui, évidemment, le médecin qui, d'une certaine façon, met fin à la médecine, à l'efficacité de la médecine et à la posture du médecin, c'est Céline, dans Le Voyage au bout de la nuit, où là, le médecin devient quoi? Il devient le témoin de l'horreur sociale, et pas autre chose. Hein? Et il le dit, hein, tout ce que je peux faire, ce n'est rien. On ne peut pas combattre l'horreur de la condition humaine. Hein? Donc là, c'est la désespérance médicale que vous avez chez le héros Bardanou. Alors d'une certaine façon, on pourrait dire, voilà, c'est la fin. Après, de la même manière qu'on ne peut plus écrire de romans de guerre comme avant après Céline, on dit c'est plus possible d'avoir des médecins qui vont être des figures positives dans la littérature postérieure. Quand même. Hein? Mais idéalement, depuis, si vous voulez, le médecin de la philosophie des Lumières, celui pour qui il pourrait se passer d'autres choses, mais pas de la médecine. Et ça vous explique pourquoi les plus radicaux des écrivains diront on peut peut-être se passer de religion, mais on ne peut pas se passer de médecine. C'est ce qui sera la manière de supplanter définitivement, de faire supplanter par le médecin la figure du prêtre. Enfin ça, c'est uniquement chez certains auteurs. Donc oui, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous proposer aujourd'hui, ce sont ces grandes lignes. Hein. Je ne suis pas revenu sur tel ou tel savant en médecine qui a fait progresser la médecine sur tel ou tel point, vous y reporterez à loisir, mais il faut bien comprendre que, évidemment, les romanciers sont parfaitement au courant de tout cela. D'une part, ils fréquentent des médecins, d'autre part, ils lisent la presse, qui se fait l'écho de ces recherches médicales. Ils sont parfaitement en phase avec le monde moderne. Hein. Et un médecin dans un roman de 1830 ne sera pas un médecin dans un roman de 1870. Tout simplement parce que les théories médicales auront changé. Et en même temps, vous allez avoir la survivance, je vous l'ai indiqué dans ce que je vous ai dit, la survivance au XIXe siècle d'anciennes conceptions. Ça, c'est tout à fait intéressant. D'un côté, les progrès du savoir médical sont de plus en plus manifestes, et de l'autre, on va continuer, d'une part, à utiliser un lexique qui correspond aux théories médicales de l'Ancien Régime, et on pourra éventuellement avoir un certain nombre de pratiques. Alors, quelles sont les deux grandes théories médicales du XVIIIe siècle, disons du XVIIe jusqu'au milieu du XVIIIe? Donc, la théorie humorale, c'est-à-dire ce sont les humeurs dans le corps qui définissent l'état de santé ou l'état de maladie. Les 4 humeurs principales, le sang, la bile, la lymphe et la bile noire. Alors si une humeur est plus présente que les autres, ou une humeur est moins présente que les autres, vous avez un déséquilibre, et c'est ce déséquilibre qui explique les maladies. Si vous êtes atteint de mélancolie, c'est parce que vous avez trop de bile noire. Si vous avez une tendance à la congestion, c'est parce que vous avez trop de sang. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prélève par la saignée, ce qui en général achève le malade. Et la deuxième grande théorie, c'est la théorie fibrillaire. C'est-à-dire, l'organisme est constitué de réseaux de fibres dont l'harmonie
conditionne l'état de santé. Et la disharmonie, c'est la maladie. Alors le grand intérêt de la théorie fibrillaire par rapport à la théorie humorale, c'est que ça permet de comprendre les tempéraments. Qu'est-ce que c'est qu'un tempérament? Un tempérament, c'est les dominantes de votre organisme. Si vous êtes un sanguin bilieux, ou si vous êtes un lymphatique bilieux, vous êtes prédisposé à telle ou telle maladie, à telle ou telle affection. Avec la théorie fibrillaire, qu'est-ce qu'on introduit? Les nerfs. Donc vous pourrez être un sanguin nerveux. Vous pourrez être un bilieux nerveux. Alors les nerfs, ça permet de comprendre évidemment les maladies de la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes. Ah oui, et les femmes sont de grandes nerveuses dans les théories médicales de l'époque. Hein? Elles sont à la fois nerveuses et hystériques. Désolé, c'est dans les traités médicaux, moi j'invente rien. Hein. L'hystérie, comme vous le savez, au départ, hein, c'est l'utérus. Hein. C'est une sorte de prééminence de l'utérus dans le corps féminin. Donc une hystérique est une femme encore plus femme que les autres d'une certaine façon. Hein. Elle est débordée par ses organes génitaux. Hein. Alors si en plus elle est nerveuse, là le tableau est absolument catastrophique. Alors nous ça nous fait rire, mais pour les médecins à l'époque c'est tout à fait capital, parce que lorsque vous pouvez établir comme ça des typologies, eh bien, vous allez adapter votre traitement en fonction de ça. Vous n'allez pas donner la même potion médicale à un sanguin nerveux ou à un bilieux lymphatique. Ça a l'air sommaire, je vous l'accorde. Mais c'est un considérable progrès par rapport à une époque où le traitement obligé pour toutes les maladies, c'était la saignée ou le clistère. Avec ces théories médicales, on peut affiner. Eh bien, le lexique humoral et le lexique fibrillaire vont perdurer très longtemps. Et tout ça va se recombiner au XIXe siècle avec la théorie du tempérament. Et les individus seront catalogués selon leur tempérament. Et le tempérament, c'est en quelque sorte je dirais, c'est l'équivalent de votre ADN pour les médecins de l'époque. C'est ce qui définit la manière dont votre métabolisme fonctionne. Si ça définit votre métabolisme, ça va définir votre rapport aux autres. Ça va définir votre position dans l'ensemble des interactions sociales. Un tempérament sanguin n'aura pas le même rapport au monde qu'un tempérament bilieux. Médicalement, cela fait que, à tel ou tel tempérament, les médecins vont associer telle ou telle maladie privilégiée. Le sanguin, il est prédisposé à l'apoplexie. Non. Le bilieux, il est prédisposé à ce qu'on n'appelle pas encore la dépression, etc., etc. Donc, ce que fait ce découpage médical selon les catégories d'individus, ça n'est pas établir une discrimination, c'est pour pouvoir affiner un diagnostic et un type de traitement. Et le terme de tempérament, vous le trouvez partout au XIXe siècle. D'ailleurs, il survit dans la langue. Lorsqu'on dit de quelqu'un, il a un tempérament colérique, c'est la survivance de la théorie des tempéraments, tout simplement. Hein? Et comment Zola va-t-il définir la littérature naturaliste? C'est un beau sujet de disserte. La littérature est un coin de la nature vu à travers un tempérament. Vous voyez, ce vocabulaire médical qui sert à définir l'entreprise naturaliste de Zola. Mais c'est une survivance lexicale encore vivante aujourd'hui. Et lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est de mauvaise humeur, ben c'est une survivance de la théorie humorale. Donc, vous allez avoir si j'ose dire, ce maintien par le lexique d'une part
mais également par une tendance médicale à répartir les individus en fonction de ces catégories, qui va entrer non pas en concurrence, mais en combinatoire avec toutes les théories médicales modernes. C'est-à-dire que les théoriciens de la médecine vont se poser la question de savoir, bon, si par exemple je suis un vitaliste, c'est-à-dire, moi je suis un médecin vitaliste, je vais donc considérer mon patient en fonction de ce que je vais pouvoir estimer de son énergie vitale. Est-ce que son énergie vitale est déficiente? Et si elle est déficiente, quelles peuvent en être les causes? Si je pense qu'il a un tempérament lymphatique, j'ai là une cause possible. Si je pense qu'il a un tempérament plutôt nerveux, il faut que je réfléchisse à l'éventuelle contradiction entre l'élan vital et l'hyperexcitabilité nerveuse. Qu'est-ce qui se contrarie? Sur quoi est-ce que je dois jouer pour rétablir un équilibre? C'est comme ça que les médecins pensent, enfin, les grands médecins du 19e pensent leur diagnostic. Observation, rapport fait à un certain nombre de catégories déterminantes et questionnement permanent sur les combinatoires possibles. Donc c'est pas sans intérêt. Nous ne pensons plus du tout comme ça. Mais eux pensent comme ça. Dès lors, ils vont considérer que le savoir sur un individu se doit de prendre en compte tous ces éléments, idéalement. Et que ce savoir ne peut procéder que de deux sources, l'observation et le questionnement. Mais que nous retrouvons dans le diagnostic contemporain. Quand vous allez voir un médecin, vous dormez bien, vous mangez bien, vous écrivez bien, etc. C'est exactement les questions que posent les médecins de l'époque. Simplement, eux, c'est pour essayer de comprendre à quel type vous appartenez ou de quel type vous vous rapprochez. Alors ça a un aspect peut-être un petit peu trop méthodique, un peu radical, mais ça aide véritablement au diagnostic. Et par exemple, on voit lorsque Bianchon fait un diagnostic, par exemple dans Père Goriot, lorsqu'il fait le diagnostic du Père Goriot, il dit bien qu'il ne pourra probablement pas le sauver parce qu'il est trop atteint, parce que son rapport à ses filles a fait complètement dysfonctionner son psychisme, et ce psychisme s'est immédiatement transformé en une maladie incurable. C'est tout à fait remarquable. Le Père Goriot n'est pas malade parce qu'il a chopé je ne sais quoi. Il est malade parce que ses filles l'abandonnent. C'est bien donc le rapport psychologique, intime, familial, etc., qui explique la maladie. Et la seule chose que puisse faire Bianchon, parce qu'il a immédiatement compris que le Père Goriot était condamné, ce sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des traitements palliatifs. Uniquement. Il ne peut rien faire d'autre. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que Bianchon ne pourra sauver que très peu des personnages de la comédie humaine, qui sont tous tellement atteints qu'il intervient trop tard. Hein? Mais c'est son discours qui est intéressant à chaque fois. C'est la grande justesse du diagnostic. Voilà, bon. J'ai essayé de vous faire ce panorama qui est évidemment extrêmement rapide et évidemment lacunaire, mais c'était pour mettre en place ce dans quoi les romans dont nous allons commencer à parler à partir du 12 octobre, où je traiterai de Balzac, dans quel contexte ils s'insèrent. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Oui. J'aurais deux choses. Une remarque et une question. Oui. La remarque, c'est le parallèle que vous avez dressé
judicieusement entre le trait qui naît du trait et l'image du médecin. Oui. Dans la société d'aujourd'hui, puisqu'on a des déserts médicaux et on a des déserts de la famille. Exactement, oui, c'est très juste. On a plus comme fond le libre sein ou de l'avance médicale. Voilà. Et l'autodiagnostic, ce qui est catastrophique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, vous regardez sur il y a un truc qui ne va pas, vous regardez sur Internet, vous vous dites là, je suis fichu. Alors, la question, c'est, on a connu, avec Charcot notamment, mais enfin, avec Freud, c'est pas la société française, on a connu une migration d'hystérie parmi les scolaires, une migration intersexuelle, puisqu'elle est passée, la folie est passée de l'homme de la femme à l'homme. Ouais. Et on a connu aussi une migration anatomique, puisqu'elle est passée des bases organiques. Exactement. Et on n'a pas en dehors de, enfin, je n'ai pas vu en dehors de Nerval quelque chose qui témoigne de cette apparition de connaissances sur la folie. Si, alors, vous avez un certain nombre de textes, mais qu'aujourd'hui c'est un peu oublié. Alors vous avez un auteur, là, il se trouve qu'il y a ici une spécialiste japonaise de cet auteur, qui est Charles Nodier. Charles Nodier met en scène des personnages de et d'une manière qui n'est pas du tout il ne s'agit pas de les traiter comme des personnages perdus dans leur étrangeté, il essaie de comprendre ce qui caractérise leur folie et de quel savoir ils sont en réalité porteurs. Hein. Donc vous avez plusieurs auteurs romantiques, en particulier, qui ont traité le fou comme étant, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a un rapport particulier à ce qui n'est pas visible. Hein. Le fou est un connaisseur de l'invisible, et non pas quelqu'un pour qui le visible est tellement incompréhensible qu'il se réfugie dans sa folie. Hein. Alors, je reviens sur l'hystérie. Dans Un rebours, le héros des Esseintes est une figure d'hystérique. Et il est tout à fait représentatif de cette migration de l'hystérie médicale féminine à l'hystérie plus contemporaine, qui est une hystérie due à ce qu'on appelle dans la science médicale de l'époque le nervosisme. Alors le nervosisme, c'est l'hyperexcitabilité du système nerveux, ce qui fait que un individu va être sujet à des crises de dégoût, de mélancolie, de rejet, ou en même temps d'excitation, etc., ce que parfois on appelle le bipolaire, dans un autre regard médical, hein, mais c'est avec Huysmans, si vous voulez, que le nervosisme devient un objet littéraire. Alors le terme de nervosisme a disparu du lexique médical au bénéfice de l'hystérie. Alors j'ai pas évoqué du tout Freud dans ce cas, c'est tout à fait volontaire, parce que Freud n'est pas connu des médecins français avant le tout début du XXe siècle. En revanche, il y a une théorie de l'inconscient qui n'est pas une théorie freudienne, qui a été représentée notamment par Hartmann, un savant allemand, qui a été traduit et lu par les Français. Et l'inconscient d'Hartmann, ce n'est pas l'inconscient freudien. Hein. Et l'inconscient d'Hartmann, j'aurai l'occasion d'en parler quand j'évoquerai les décadents, est quelque chose qui a absolument passionné les auteurs de la décadence. Alors, en gros, si vous voulez, l'inconscient hartmannien, c'est ce que nous appellerions, nous, le subconscient. C'est-à-dire cette zone indécise de notre psychisme qui nous fait agir sans que nous en ayons conscience et qui nous fait agir sans l'effet de notre volonté. Donc ça, c'est la théorie de Hartmann, et qui a eu une très très grande importance, et elle date à peu près du milieu du 19e siècle. Elle est à peu près contemporaine des textes sur l'hérédité, en particulier, que Zola va lire, etc. Mais Freud, pour un auteur du 19e siècle, c'est terra incognita. À partir du début du 20e, oui. Hein. On commencera à enseigner un peu les théories de Freud en France, et singulièrement à Paris, dans les années 90. Hein. En revanche, l'enseignement
de la théorie hartmannienne est tout à fait courant dans la seconde moitié du XIXe siècle. Voilà. D'autres questions? Oui? Sur le théâtre, on parlait tout à l'heure justement de l'héritage du XVIIe. Ouais. Concrètement, quelles sont les figures de médecins au XIXe? Alors, il y en a quelques-unes qu'on va trouver dans des mélodrames en particulier. C'est dans le mélo. On en trouve très très peu dans le théâtre, romantique, pas beaucoup dans le théâtre bourgeois. Donc il est cantonné au mélo. Il y a quelques vaudevilles aussi, où là le médecin évidemment va rentrer dans des intrigues vaudevillesques. Classique, il soigne madame et il devient l'amant de madame, et il soigne le mari, il ne faut pas que le mari sache que le médecin est en même temps l'amant de madame. Bon, mais ça c'est la théorie triangulaire, c'est le schéma triangulaire habituel. Simplement, c'est une facilité que se donne l'auteur de vaudeville de pouvoir mettre en contact le personnage féminin et un médecin. Voilà. Bon. D'autres... Oui? J'ai l'impression aussi que dans la littérature du XIXe siècle, en général, ce qui est traité, les maladies dont on traite, c'est principalement la tuberculose, oui. Et tout ce qui se rapporte aux maladies sexuelles. Oui, oui, oui. Tu as tout à fait raison. La grande maladie de la première moitié du 19e, c'est la tuberculose. La grande maladie de la seconde moitié, c'est la syphilis. Et la syphilis fascine les décadents. Ils sont absolument... les affections dermatologiques de la syphilis donnent lieu à des descriptions poétiques admirables. Par ailleurs, pour la tuberculose, on pense souvent à la spleen, à tout ce qui est du côté de la mélancolie. Tout à fait. Alors écoute, on va faire très rapidement l'histoire du spleen. Au XVIIIe siècle, ce qu'on va appeler le spleen, ça vient des Anglais, puisqu'on va garder le mot anglais. Comme vous le savez, en anglais, le spleen, c'est la rate. Donc au départ, les spléniques sont ceux qui ont un dysfonctionnement de la rate, et donc ça rentre dans la théorie humorale, puisque la rate est censée produire la bile noire. Bon, anatomiquement, c'est évidemment complètement faux, mais ça fonctionne comme ça. Et le spleen anglais va très vite se transformer d'une affection humorale en une affection psychique, et va se combiner avec la mélancolie. Et c'est pour ça que les romantiques français, par exemple, pourront utiliser indifféremment le mot de spleen et le mot de mélancolie, pour désigner à peu près le même état, le même état psychique. Alors, évidemment, spleen est idéal chez Baudelaire, le spleen qu'on va trouver chez Verlaine, mais ça commence bien avant, dans Illusion perdue. Dans Illusion perdue, il y a des poèmes qui sont écrits, qui sont censés avoir été attribués à Lucien de Rubempré, et il y en a un où le mot spleen figure. Autrement dit, dès les années 1830, le mot spleen, avec le sens de mélancolie, est parfaitement attesté dans la langue. Donc, tout ce qui relève de la mélancolie sera traité par les écrivains comme étant à la fois une forme de maladie, mais de manière plus intéressante, un rapport au monde. C'est-à-dire le rapport mélancolique au monde, qui est une des composantes du mal du siècle. La mélancolie du 19e n'est plus la mélancolie du 18e siècle. La mélancolie du XVIIIe siècle n'est pas liée à l'expérience historique de la Révolution et de l'Empire. Tandis que la mélancolie du mal du siècle est liée à la nostalgie d'une époque révolue, ou bien au fait d'éprouver en son corps et en son esprit une histoire tragique, etc., etc. Donc il y a une historicisation de la mélancolie du fait de la Révolution et de l'Empire. La tuberculose. Alors la tuberculose, bon, si on en parle si souvent, c'est parce que c'est effectivement une maladie extrêmement répandue et mortelle à tous les coups. On ne sait pas soigner la tuberculose. Et la tuberculose sera également traitée comme étant un signe du mal social. S'il y a autant de tuberculeux, c'est parce que peut-être l'hygiène
est défectueuse? Si l'hygiène est défectueuse, est-ce que la société ne serait pas défectueuse? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre la prééminence de la tuberculose et l'état social? La tuberculose, non pas disparaît, parce qu'elle ne va pas du tout disparaître, mais littérairement, elle va laisser la place à la syphilis à partir des années 60. Il y en a avant des syphilitiques dans la littérature, mais ils n'ont pas autant de poids, si j'ose dire, que les syphilitiques d'après 1860. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans la syphilis? C'est que la syphilis est une maladie qui atteint l'individu, au fond, dans sa fonction vitale même. Elle est donc le signe évident d'une décomposition générale de la société. De la même façon que le corps du syphilitique va être progressivement atteint, la société est de plus en plus malade. C'est pour ça que les auteurs de la seconde moitié du 19e et singulièrement du dernier tiers sont absolument fascinés par la syphilis. Ils lisent les traités de syphilographie, qui est une branche particulière de l'édition médicale. Donc la syphilis primaire, chancre, il y a des descriptions de chancre mou dont je vous ferai que je vous épargnerai. Les infections dermatologiques, ce qu'on appelle les syphilides élégantes. C'est-à-dire vous avez de magnifiques bracelets de boutons autour des bras. Donc on appelle ça les syphilides élégantes. C'est le mot médical. Après, vous avez un temps de rémission plus ou moins long. Vous avez la syphilis secondaire. Et ça finit par la syphilis tertiaire qui atteint le système nerveux, amenant à ce qu'on appelle la paralysie générale. Celle dont est mort Maupassant, celle dont est atteint Baudelaire d'une certaine façon, puisqu'il est devenu aphasique, celle dont est mort Jules de Goncourt, énormément d'écrivains, d'artistes, etc., de la seconde moitié du XIXe siècle vont mourir de la syphilis. Mais la syphilis, elle est littérairement intéressante, d'une part parce que c'est une maladie qui donne lieu à des descriptions, comme je le disais tout à l'heure, poétiques, mais en même temps morbides. Et c'est une maladie très intéressante littérairement parce qu'elle est traitée comme étant le signe d'une décomposition de la société. D'ailleurs, Léon Daudet, que je citais tout à l'heure à propos des morticoles, a écrit un livre sur l'hérédosyphilis, c'est-à-dire la transmission héréditaire de la syphilis. Il était médecin. Et il va inventer un personnage littéraire qu'on appellera l'hérédo. Alors l'hérédo, c'est l'hérédosyphilitique. Ce qui montre bien, d'une manière encore plus radicale, que la société est atteinte dans la transmission de la vie. Le principe vital est corrompu dès le départ. Donc voilà pourquoi c'est une maladie privilégiée. La maladie privilégiée du XXe, nous la connaissons, c'est le cancer. Littérairement, c'est le cancer qui occupe de manière la plus importante une place dans les romans qui vont évoquer des malades. D'autres questions? Juste oui. Une précision. Oui. Tu as cité cannabis. Il faut que tu arrêtes, c'est le cabalisme du consulat? Bien sûr. Oui, il fait partie du groupe des idéologues, oui. C'est lui, il a participé à des tas de choses, etc. Il fait partie du groupe qui a préparé, mais c'est un médecin, c'est un des médecins de ce qu'on appelle la troisième génération des Lumières, c'est-à-dire les idéologues, avec des études de Tracy, Volney, etc. Et lui, c'est le médecin du groupe, en quelque sorte. Il a été député, il va être viré avec les autres idéologues. Mais donc, cet ouvrage est tout à fait fondamental. C'est un des grands ouvrages médicaux du début du 19e, que tout le monde a lu. À commencer par les romanciers, à commencer par Balzac. Mais c'est le même kabbalisme. Oui. Bien. Voilà. Bon, alors ne prenez pas trop de médicaments en rentrant. Et donc je vous donne rendez-vous au 12 octobre, dans ce même lieu, pour le médecin chez Balzac. Le texte sur le site internet, oui. Le texte de toutes les conférences.
éventuellement Ouais, tout, sur le site internet. Donc, pour l'instant, vous avez le corpus des 3 premières conférences. Je suis en train de faire pour la 4e. Et puis, s'il y a des personnes qui retournent en voiture à Vernon, il y a une personne de l'Assemblée qui aurait besoin d'être covoiturée